Campillo est commissaire aux comptes, expert comptable diplômé et chargé d'enseignement auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elle travaille énormément sur les sujets de blockchain, beaucoup. Elle est active à Marseille dans des organisations telles que Medinsoft et ce type de choses. Et sans plus attendre, je lui passe la parole sur la patrimonialisation par la valeur. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais préciser que je ne vais pas forcément utiliser les mêmes mots. Donc, quand je vais dire activation, donc ça veut dire pour moi patrimonialisation, donc enregistrement dans les immobilisations, ça veut dire patrimonialisation. Donc, je vais être obligée de passer un petit moment à réexpliquer les fondamentaux de la comptabilité, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de vous parler des interrogations qu'on a, des problèmes qu'on n'a pas réussi à régler, nous non plus, concernant plus largement donc l'évaluation de l'immatériel et l'activation de l'immatériel. Et bien évidemment, la donnée en fait partie et est une partie très importante et de plus en plus importante, effectivement, de l'immatériel aujourd'hui. Voilà, donc la profession, elle est comptable en général, donc la profession du chiffre, s'interroge et essaie de proposer des pistes de solutions. Donc je vais vraiment axer sur ma profession, bien évidemment. Alors en tout premier, je vais vous montrer, en fait, au début, la comptabilité, c'était du recensement. Donc vous connaissez les tablettes d'argile, etc. Donc on n'avait pas de valeur, en fait, on recensait. On recensait les animaux, les travailleurs, pour être je dirais, soft. Voilà. Mais en Mésopotamie, il y a plus de 5000 ans, existait déjà ce qu'on a découvert à Suse, c'est-à-dire les jetons complexes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les formes sont différentes. Les formes sont différentes parce qu'elles correspondent à quelque chose. Donc on avait déjà des symboliques, c'est que la forme du jeton allait indiquer le type de tissu, c'était de la bière, du miel, du métal, bon bref. Et finalement, on avait, il y a plus de 5000 ans, déjà une valorisation symbolique des échanges. Donc la comptabilité je dirais, qui existait avant l'écriture, déjà symboliquement, toujours intègre, et depuis toujours, la valeur. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant, je vais faire vite. Ça, c'est une bulle. Et vous voyez, cette bulle, elle est creusée. Je ferai le lien avec la technologie blockchain tout à l'heure. En fait, vous voyez que vous avez des jetons qui rentrent dans cette bulle. Hein, donc on est content parce qu'on parle de tokenisation de l'économie. Donc on avait déjà des jetons qui rentraient dans des bulles avec des clés cryptographiques. Voilà. Donc avec des valeurs. Donc tout ça c'est intéressant, mais bon, maintenant la compta ça sert plus au recensement. Ça sert à quoi la compta? Ça sert finalement à interpréter le monde et les transactions du monde. Et là, nous, vous savez, on est très rigoureux, hein, c'est ce qu'on dit de nous, et donc on a un cadre conceptuel et des normes, et on ne sait pas faire si on n'est pas dans le cadre conceptuel et les normes. Donc en fait, on est entouré d'informations, donc vous voyez, il y a un petit, j'aurais dû le faire rond, mais bon, tout autour, il y a de l'information, il y a des données, il y a plein de choses qui se passent, mais en comptabilité, en fait, il y a une donnée qui va décrire un événement, qui va être la source première de l'information. Le problème qu'on a, c'est qu'en fait, la plupart des informations intéressantes ne rentrent pas dans notre cadre conceptuel, intéressantes aujourd'hui, je dirais, dans la nouvelle économie, entre guillemets. Elles ne rentrent pas parce qu'il faut, pour qu'elles rentrent, qu'elles soient acceptées, codifiées par le normalisateur. Ce qui se passe, c'est qu'on a donc une donnée qui décrit l'événement, qui est donc cette source première d'information, et qui va rentrer, si elle peut rentrer, dans ce cadre. Ensuite, le concepteur des normes va appliquer les normes et va la traduire pour le manager, pour l'information financière. Je rappelle que l'information financière, c'est pour toutes les parties prenantes. Donc, quand on est expert comptable, qu'on élabore des comptes, on s'intéresse à l'usage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Donc, premier problème, c'est qu'on a des filtres, normes et préparateurs. Donc, pour donner une information pertinente, il faut déjà intégrer qu'on a ce premier problème. Alors, premier problème, représentation. Finalement, la comptabilité ne peut pas être la réalité, puisque le normalisateur va obligatoirement la représenter
en fonction effectivement des normes, et c'est là-dessus qu'on va travailler, c'est-à-dire comment faire évoluer tout cela. La comptabilité, forcément, elle n'est pas toute la réalité, donc ça a été dit auparavant. Si j'achète on va dire une valeur immatérielle ou des données, quelle que soit la forme, je vais pouvoir les enregistrer. Si je les crée en interne, je ne peux pas à ce jour le faire parce qu'il n'y a pas eu de transaction financière, ça ne rentre pas dans mon cadre conceptuel. Donc si j'ai un super commercial qui développe aujourd'hui et qui rentre 2000 nouveaux contacts, moi en comptabilité, ça ne rentre pas dans mon cadre conceptuel, problème numéro 1. Donc ça, c'est une réelle problématique puisqu'on ne peut pas immobiliser. Donc nous, dans notre terminologie, immobiliser, donc pour vous, patrimonialiser. Ensuite, on suppose qu'on connaît et qu'on est dans la tête du lecteur, donc de l'utilisateur des comptes. Donc il y a un filtre au niveau de la traduction comptable de l'information, donc de la donnée. Et en fait, pourquoi tout ça est aujourd'hui tel que c'est que la comptabilité en partie double, telle qu'elle existe aujourd'hui, ça date de la Renaissance. Donc, c'était un mathématicien. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est un monde fini, un monde concret, un monde où, justement, ce n'est pas chaotique. Or, ça a été très, très bien dit ce matin. Le problème, c'est que c'est du flux, c'est chaotique, on ne sait pas. Et donc, le cadre conceptuel, la comptabilité aujourd'hui n'est pas adaptée à cela. Alors, on ne va pas partir perdant. Donc, en fait, aujourd'hui, on dit qu'effectivement, les données sont peu recensées, elles ne sont pas entrées dans le cadre conceptuel, elles sont rarement comptabilisées, encore moins valorisées. Alors que tout le monde s'accorde à dire, ça je ne vais pas le redire, vous le savez mieux que moi, c'est qu'elles forment un actif essentiel. Il suffit de voir les valorisations de certaines entreprises, effectivement, dans ce qu'on appelle price to book, donc la différence entre la valeur comptable et la valorisation sur les marchés des entreprises, notamment dans ces nouvelles technologies. Alors, en fait, nos avancées, c'est en termes de réflexion, parce que ce n'est pas abouti, ce sont des réflexions. La qualité première, finalement, d'un nombre comptable, de la représentation des données, c'est la pertinence. Nous sommes bien d'accord, nous nous adressons à des lecteurs qui vont interpréter les comptes. Mais pour que ça rentre dans le cadre conceptuel, il faut garantir la fiabilité. Nous sommes obligés de garantir la fiabilité des éléments qui rentrent dans ce cadre conceptuel. Donc la première question qu'on s'est posée dans la profession, c'est est-ce qu'on doit choisir finalement entre la fiabilité et la pertinence? C'est le choix que devra faire la profession si elle veut avancer. Donc effectivement, en termes de risque, vous comprenez que c'est dans un univers chaotique, ça remet complètement en cause la conception de la comptabilité. Donc, je crois que je ne suis pas allée dans le bon sens. Ah si. C'est pas grave. Donc, pour rappeler les principes comptables, en fait, les principes comptables, ils sont surtout d'image fidèle. Donc là, on a un vrai souci. Pourquoi? Parce que est-ce que l'image, effectivement, d'un bilan aujourd'hui, qui n'est que flux financier, donc est-ce que ça reflète la valeur, ou la réalité de l'entreprise? Est-ce que l'image est fidèle? Donc ça, aujourd'hui, dans la problématique effectivement de la patrimonialisation des données, je réponds non. Nous, on est en coût historique, ce sont les règles comptables. Donc s'il n'y a pas de transaction, ça ne rentre pas. S'il y a une transaction sans coût historique, peu importe ce que ça vaut. Bon, après, on a des provisions, on a des tas de techniques, effectivement, mais je dirais à la base, c'est ce flux entrant. La comptabilité, c'est du système d'information, et à la base, c'est ce flux entrant qui pose un problème. Donc aujourd'hui, vous avez les transactions financières qui passent, le reste ne passe pas. Voilà, j'insiste là-dessus. Donc, on est sur plusieurs pistes, et on va parler de la comptabilité anglo-saxonne. Alors pourquoi? Parce que vous avez, donc le focus que j'ai fait sur l'historique de la compta, c'était la comptabilité plutôt européenne. On a une comptabilité anglo-saxonne qui est destinée, de fait, au marché financier. Ça, c'est clair. Donc on pourrait se dire, est-ce que c'est plus adapté? Alors, pour un point, ça n'est pas plus adapté. On ne peut pas mieux patrimonialiser la donnée
si on se réfère, je dirais, à l'approche financière, donc très liquide. Par contre, dans l'approche anglo-saxonne, il y a des règles sur lesquelles on va revenir qui permettent une évaluation un peu différente. Et là, on est dans l'approche managériale, et ça peut nous donner certaines pistes. Donc, on a en fait donc les normes internationales, donc les normes anglo-saxonnes. Alors, les normes internationales sont essentiellement écrites par les anglo-saxons. Voilà, pour rappel, c'est pour ça que je dis les anglo-saxons, les normes internationales sont écrites par eux. On va avoir des possibilités d'activer, donc de mettre au bilan, donc patrimonialiser finalement, en fonction du coût de remplacement, de la valeur réalisable nette, mais surtout des flux de trésorerie actualisés. Donc c'est ça la logique, c'est-à-dire qu'on retrouve, en gros, le flux de trésorerie actualisé, c'est qu'est-ce que ça va me rapporter. Voilà. Donc quand je veux mettre quelque chose à l'actif, je suis pragmatique, esprit anglo-saxon, je dis ça va me rapporter combien. Et évidemment que si j'investis, logiquement, je vais faire le calcul de mes flux actualisés. Donc je peux avoir une approche, effectivement, par la valeur, par cette logique-là. Donc pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, quand on prend la définition d'un actif, donc voilà, donc dans les IFRS, donc tout ce qui est de normes internationales, en fait, on s'intéresse à l'avenir. On s'intéresse à l'avenir, donc on prend plus de risques, mais on s'intéresse aux flux actualisés futurs. Donc, si on revient à la notion d'actif, qu'est-ce que c'est qu'un actif? Donc, c'est un élément identifiable. Donc, ça, on a vu ce matin qu'il y avait plusieurs façons d'identifier, effectivement, par les ensembles, etc., les théories des ensembles. Mais surtout, la définition, c'est qu'on attend des avantages économiques futurs. Donc, voilà le fil directeur. C'est ça qui est à la base, je dirais, des pistes et des avancées dans notre profession. Donc, quand on prend la définition plus précise donc des immatériels, donc de ce qu'on appelle incorporel, alors là, on nous dit effectivement que c'est un actif non monétaire. Donc, vous voyez, ça rejoint exactement ce qu'on a évoqué ce matin, qui est séparable. Donc là, il faut effectivement avancer là-dessus. Et on retrouve cette possibilité de le séparer, de le dissocier. Donc, l'identifier, l'intégrer ou pas, comme on l'a vu dans des ensembles. Mais ce qui est intéressant, c'est à la fin, vous voyez, l'IAS 38, donc ça c'est vraiment la norme internationale sur tout ce qui est immatériel et donc qui s'applique à la donnée. Il faut qu'il y ait des avantages économiques futurs, d'accord, et il faut surtout que le coût de cet actif puisse être mesuré de façon fiable. Donc la boucle et la réflexion est la suivante. Une data, c'est évident, c'est un actif, si on prend la définition de l'actif. C'est un actif qui va créer de la valeur, sinon je ne m'y intéresserai pas. Donc je suis chef d'entreprise, je suis pragmatique, décision de gestion, c'est je décide de le mettre à l'actif de mon bilan parce que je sais que ça va créer de la valeur, donc des avantages économiques futurs. Donc qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? C'est de savoir si le coût de cet actif peut être mesuré de façon fiable. Donc là, on pourrait dire de façon un peu ironique, à partir du moment où j'ai analysé et je pars du postulat qu'il y aura effectivement des flux économiques futurs, bah, je sais les cerner. Et donc, quand on prend la méthode précédente, où effectivement on pouvait valoriser cet actif à partir du rendement attendu, en gros, on peut avoir une piste en comptabilité pour valoriser effectivement la donnée en tant qu'actif, en utilisant ces normes anglo-saxonnes qui sont beaucoup plus effectivement basées sur l'avenir, la réalisation des profits futurs. Voilà une des premières pistes. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, si on arrive à effectivement avoir cette approche, on change complètement le cadre conceptuel de la comptabilité, puisqu'il va être moins basé, enfin, il va ne pas être uniquement basé sur les transactions financières et les évaluations qu'on fait quand on fait les bilans, mais qu'on va mesurer en fait la stratégie finalement de l'entreprise à travers cette valorisation. Donc ça change complètement la réflexion, c'est-à-dire qu'on a une approche managériale et une approche qui peut poser un problème au niveau de la communication par rapport aux parties prenantes également. Voyez, donc plein de questions se posent, puisque finalement, c'est aussi une façon
pour le justifier, de décrire sa stratégie. Donc c'est intéressant, ça va plus dans la logique de ce qu'on souhaite au niveau de la communication financière avec RSE, etc. Mais ça pose plein de questions et les chefs d'entreprise ne sont pas forcément intéressés par cette démarche. Alors, si on mesure de façon fiable, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va avoir des flux donc actualisés. Et surtout, aujourd'hui, en comptabilité, on a un vrai problème par rapport à la première explication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez un bilan d'une société, par exemple comme Casino, qui a racheté plusieurs entreprises pour justement pouvoir connaître les données de façon très fine de tous les consommateurs, vous avez aujourd'hui un bilan de ces sociétés-là, je donne cet exemple parce qu'il est assez récent et intéressant, vous avez aujourd'hui finalement un bilan qui ne traduit pas du tout la réalité des entreprises. Donc ce qu'on voit, donc le price to book, il est de x20 dans plein d'entreprises. On connaît la valeur de Facebook et vous pouvez à l'inverse avoir des entreprises, par exemple comme Bouygues, où vous avez finalement la valeur du marché qui est inférieure à ses actifs, ce qui dénote, je dirais, l'utilité, sans vouloir absolument faire une remarque sur les marchés financiers, mais bon, c'est quand même un petit peu surprenant. Voilà. Donc, l'intérêt de la démarche, c'est qu'on est dans le core business, quoi. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'il faut aussi rendre des comptes, pourquoi ces flux futurs, et les exposer, effectivement, aux normalisateurs également. Parce qu'il faudra bien qu'à un moment, que ce soit un commissaire aux comptes, que ce soit un expert comptable, il faudra bien que celui qui prend le risque comprenne. Donc on est sur vraiment des raisonnements qui sont différents, mais sur lesquels il faut avancer, de mon point de vue. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que finalement, toutes les entreprises sont concernées. Parce que la data, on parle souvent du big data, mais en fait, dans les PME, ce qui nous intéresse, c'est la data qui est créée en interne et la façon, donc effectivement, ce qui a été appelé le véhicule ce matin, la façon dont on va l'exploiter. Donc c'est vraiment l'approche managériale qui est importante et ça concerne toutes les entreprises, d'où l'utilité de ces avancées. Alors on peut le faire de plein de façons, on va essayer de voir ensemble. Donc effectivement, il faudra changer de regard et puis il faudra peut-être prendre plus de risques au niveau de notre profession. Alors, il y a des pistes. Donc, on a travaillé au départ sur la théorie des ensembles, donc ce qu'on appelle la comptabilité modulaire. Alors, la comptabilité modulaire, en fait, c'est une comptabilité qui est à côté. Donc, ça reprend le graphique, la première photo, c'est-à-dire que vous avez des comptes sociaux. Quand je parle des comptes, c'est les comptes sociaux, les comptes annuels, rapports de gestion, etc., enfin tout ce qui est lié aux comptes sociaux. Et vous avez à côté une comptabilité de la data ou de tout autre immatériel qui doit être suivi. Donc, une comptabilité, en fait, qui ne tient pas compte finalement de la valeur, mais qui va rendre compte de l'évolution de, par exemple, la qualité des données. Donc, une compta à côté, comme on fait pour RSE. Donc ça a été... c'est un chercheur qui a exposé ça plusieurs fois auprès de la profession. C'est assez intéressant, mais ça ne s'adresse pas finalement... alors, ça s'adresse aux managers, mais ça ne permet pas d'activer, donc de patrimonialiser. Donc c'est un outil de gestion, mais qui est intéressant, qu'on pourrait développer, peut-être pas pour la PME. Ensuite, on avait aussi travaillé sur tout ce qui est collection, donc la définition de l'UNESCO des connexions, donc qui permet effectivement, donc là c'est aussi ce qui a été dit ce matin, de définir à partir du moment où on a un ancrage technologique, de pouvoir travailler sur une patrimonialisation s'il y a un ancrage technologique. D'où le lien avec effectivement la technologie blockchain. Donc on a dans la technologie blockchain finalement la possibilité de faire les choses autrement. Alors pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez, notamment il y a une société marseillaise qui le fait, qui a déposé 2 brevets. Vous avez la possibilité aujourd'hui de prendre un document
de faire un trou dedans, si on peut dire. Donc ça rappelle ce qui était fait il y a 5000 ans. On fait un trou dedans et on met une empreinte, le H, d'accord ? On met des clés, on met tout ça dans le document. Voilà. Ce document, il est dans l'entreprise. À ce document, j'ai associé celui qui a travaillé dessus. Donc par exemple, j'ai fait un PowerPoint pour une présentation, PowerPoint qui pourra être réutilisé, mais c'est moi, salarié, qui fais ce document. Donc, la technologie blockchain, c'est une succession de couches technologiques. Donc, ce sont plusieurs des couches de la technologie blockchain qui sont utilisées pour faire ça. Ce document, il est très facile de le valoriser, puisque c'est très simple. On le redate. Personne ne peut revenir en arrière pour fausser quoi que ce soit, donc immutabilité. Et on peut rattacher le temps passé par la personne qui a travaillé sur le sujet ou les personnes qui ont travaillé sur le sujet, et c'est à jamais ancré. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que ce document, on peut refaire après un autre trou dessus. Et donc, il va y avoir finalement un système d'information complètement différent à travers ces documents dans l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les actions humaines dans l'entreprise et les interactions humaines dans l'entreprise, c'est ça qu'on a du mal à valoriser. Or, elles se traduisent, à notre époque, par la production de documents. D'où des avancées majeures sur ce sujet. Pourquoi? Parce que donc là, je ne parle plus du tout de big data, je parle de la donnée créée en interne utile. Et là, on pourra, avec ces avantages technologiques, réellement dire au chef d'entreprise ce qui se passe aussi dans son entreprise. Parce que finalement, il n'est pas au courant du tout de qui a fait quoi. Donc on est dans plein d'éléments intéressants sur ce qu'a apporté l'individu. Donc on peut aller même plus loin, c'est-à-dire aller grâce à ça sur le capital humain, qui quand même nous intéresse. Il faut rappeler que même Michel Rocard en parlait, il voulait absolument qu'on valorise le capital humain dans les entreprises, ça fait un petit moment, et qu'il nous supplie, nous les normalisateurs, d'arriver à trouver une solution. Pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais voilà, donc on est vraiment sur des pistes intéressantes grâce aux nouvelles technologies. Ça fait 20 ans qu'on est sur ce sujet et c'est vraiment, je pense, les nouvelles technologies qui vont permettre quelque chose. Voilà, donc je ne pensais pas aller si vite. Donc, en fait, pour être un petit peu plus technique très rapidement, donc en fait, on va donner naissance, chaque action humaine donne naissance à un fichier. Chaque fichier devient une racine d'une piste d'audit. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la piste d'audit fiable. Enfin, voilà. Donc, en fait, on a des signatures numériques aujourd'hui qui peuvent être universelles, des clés. Tout est horodaté. Et en fait, c'est ce fichier qui va être autoporteur de toutes les preuves. Et c'est sur ce fichier qu'on va travailler parce qu'il est lié à toutes les actions humaines et à toutes les créations de valeur dans l'entreprise. Et c'est à partir de là, je pense que la profession d'expert comptable et donc de commissaire aux comptes pourra avancer, puisque là, on est vraiment dans l'innovation, dans des choix managériaux aussi d'ouverture à l'information et de faire entrer toutes les parties prenantes, donc dans ces traçabilités. Voilà, donc un avenir avec des incertitudes, mais je dirais des solutions qui peuvent se dessiner. Il suffit de la volonté peut-être de ceux qui sont là pour se mettre tous ensemble pour essayer d'avancer et puis pourquoi pas patrimonialiser by design. Voilà, pour terminer, patrimonialiser by design, ça pourrait être une volonté de tous. Merci.